Le podcast AWS en français, on parle d'augmentation des coûts et surtout comment contrôler son augmentation des coûts, comment réduire son augmentation des coûts. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. C'est tous les vendredis matins dans toutes les bonnes applications de podcast. On enregistre cet épisode et vous l'entendez, il y a du bruit de fond derrière nous. On enregistre cet épisode pendant le Summit AWS à Paris qui s'est tenu le 9 avril au Palais des Congrès. On a un petit studio de podcast. Peut-être que vous étiez là, peut-être que vous nous avez dit bonjour et je vous en remercie. Abonnez-vous dans toutes les applications de podcast sur Apple, sur Spotify, Deezer et toutes les autres. Aujourd'hui, accompagné par Tiffany Souter, tu es Developer Advocate, nous sommes dans la même équipe. Bonjour tout le monde. Pour parler d'augmentation de coûts avec Pascal Martin, quelqu'un qui est déjà venu dans le podcast il y a très longtemps, il y a plusieurs années, tu étais un de mes premiers invités, je t'en remercie d'avoir été dans le podcast à l'époque. Pascal, tu es AWS Hero et tu es également Principal Engineer chez Bedrock Streaming. Ma question bateau du début du podcast est toujours la même, Bedrock Streaming, c'est quoi ? Eh bien, bonjour Sébastien, effectivement, deuxième fois, la première fois c'était pour parler de résilience, c'était pendant les confinements du Covid je crois. Bedrock Streaming, on développe une plateforme vidéo, une plateforme de VOD et de replay qu'on vend en marque blanche à nos clients, des broadcasters européens. Et en France, on propulse notamment M6+. Notamment M6+. Donc, quand je suis sur ma télé et que je regarde des choses, quand je regarde L'amour est dans le pré en replay, ça passe par Bedrock Streaming. Exactement. Et par AWS. Et oui. Alors, une des choses que vous faites chez Bedrock depuis très longtemps, c'est essayer de contrôler vos coûts, comme tous les clients AWS. Votre approche est intéressante parce que vous n'êtes pas parti d'un point de vue organisationnel en disant on va mettre en place du FinOps, etc. Vous êtes parti par des choses extrêmement concrètes, d'arriver par l'engineering. Oui, parce que c'est facile dans l'engineering de réduire des coûts. Et quand on est parti chez AWS, on a entendu, vous allez voir, chez AWS, ça coûte pas cher par rapport à du on-prem. On a rigolé tout bas, et puis après on a rigolé assez haut, parce qu'on utilisait très bien nos serveurs on-prem. On était à 97% d'utilisation certains soirs. Ça, c'est pas normal. Donc, c'est pas normal, typique. Mais on avait bien fait notre boulot, quoi. Du coup, une fois arrivé chez AWS, il a fallu réapprendre nos métiers, et on a fait pas mal de redécouvertes. Et c'est pour ça, tu le disais tout à l'heure, on parle d'augmentation des coûts et de réduction d'augmentation des coûts. Parce que augmenter les coûts, c'est pas forcément mal, mais le faire de manière contrôlée, c'est mieux. Oui, c'est ça, l'augmentation des coûts, c'est normal. C'est quand le business augmente, on paye plus cher, c'est un modèle d'utility. On a plus de clients, plus d'utilisateurs, plus de projets, plus de services, plus de fonctionnalités, c'est normal de payer plus cher. Je suis prêt à dépenser 1 000 € si on m'en verse 10 000 à la fin du mois. Plus de clients à la fin du mois. En revanche, ce qui n'est pas normal, il faut contrôler cette augmentation, effectivement. Alors, en tant qu'ingénieur, en tant que développeur, on commence par où ? La première chose qu'on a fait, qu'on a demandé à nos collègues de faire, c'est tout taguer. Donc prendre l'habitude de taguer par équipe, par projet. On ne tague pas par environnement parce qu'on a des comptes AWS différents par environnement, mais beaucoup disent qu'il faut taguer par environnement et ça nous permet de visualiser les coûts. On va dans Cost Explorer et très facilement on peut visualiser les coûts par projet, par équipe et par service. Déjà, ça nous aide à comprendre un petit peu ce qui se passe. Et on a fait des grandes découvertes comme ça. C'est quoi votre nomenclature de tagging ? Eh bien, on a un tag qui s'appelle Project, un tag qui s'appelle Team et ces deux tags sont obligatoires. Et on a en plus un tag qui s'appelle Customer. Et quand tu dis obligatoire, c'est renforcé par de l'automatisation, etc. Ou ce sont des bonnes pratiques et de la bonne volonté ? Les deux. Ça a été des bonnes pratiques et de la volonté. Ça a été quelque chose qu'on a checké avec AWS Config à un moment. C'est aussi quelque chose qu'on a checké dans nos chaînes de CI/CD. Donc quand tu modifies du code Terraform, on vérifie qu'il y ait bien les tags. Et c'est aussi quelque chose qui est checké aujourd'hui en production, à l'exécution, en permanence. Donc si tu déploies quelque chose qui n'est pas très bien tagué, si on arrive à te retrouver, on viendra te voir et on te demandera de taguer correctement. Est-ce que vous voulez bien mettre un tag ? On est passé vite dessus au tout début. Tu disais avant, vous étiez en prem et puis vous gériez très bien vos ressources. Quel a été l'argument du coup pour passer sur AWS ? Notamment le TTM. Donc vouloir déployer des nouveaux clients, parce qu'on développe notre plateforme, on la vend en marque blanche et on la déploie pour chacun de nos clients. Du coup, pour déployer cette nouvelle plateforme, il faudrait des nouveaux serveurs. Et commander des serveurs, ça prend du temps, plusieurs semaines. Avoir une salle serveur où les placer, ça prend aussi du temps. Si on veut faire ça dans d'autres pays, ce qu'on fait, ça prend encore plus de temps. Alors que chez AWS, les développeurs me disent toujours « c'est trop lent, il faut 15 minutes pour obtenir un serveur de base de données ». Il y a 7 ans, ça prenait 5 semaines.
Oui, donc en fait, c'était un moment de questionnement de scalabilité, mais pour intégrer d'autres clients. Il y Ok, avait cet bien sûr. aspect-là, il y avait aussi l'aspect de scalabilité pour les clients existants qui voyaient leur trafic augmenter. Et Mhm. pense par exemple à un très gros match de football, tu vas avoir beaucoup de trafic sur la plateforme, on va avoir besoin de beaucoup d'instances, de services, de fonctionnalités qui sont inutiles tous les autres jours. C'est dommage de les payer les autres jours. Et ça, c'est le use case typique du cloud. Ouais. Mais ça marche très bien. Nous, on l'a Mm. vu en e-commerce avec Amazon.com, mais dans le monde du streaming, c'est exactement la même chose. Quand vous avez une C'est finale de tout Coupe comme du du Monde, e-commerce. vous avez beaucoup plus de trafic qu'un lundi matin quand il y a du téléachat. Ça fait des soirées super sympathiques. Mais à l'époque, même malgré ça, c'était plus intéressant financièrement avant. Disons qu'on a fait un investissement en partant sur AWS. On Mhm. savait qu'on allait se développer, qu'on allait développer le business de la boîte. Donc, on est parti sur une solution technique qui répondait à nos ambitions. Le tagging, donc c'est juste attacher des noms à toutes les ressources qu'on crée sur AWS, des instances, etc. Il y a des ressources qu'on ne peut pas taguer aussi, du réseau. C'est peut-être trop tôt dans le flux de cette conversation pour en parler. Non, on peut en parler maintenant, ça éliminera le sujet comme ça. Il y a effectivement des choses qui soit ne sont pas tagables chez AWS, il y en a moins maintenant, mais à une époque il y en avait, ou des coûts qui sont partagés. Par exemple, le coût d'une Net Gateway, c'est partagé par tous les services que tu déploies dans ton VPC. Eh bien, ces coûts, on va avoir besoin d'une règle pour les répartir sur les différents projets. Et on peut mettre en place des règles comme, en fonction, j'en sais rien, du nombre de requêtes d'API que reçoit ton projet par rapport à tous les autres. On fait un prorata, ouais. Et ces coûts remontent dans les différents rapports d'utilisation de coûts. Il y a des services qui permettent de visualiser ces coûts. Cost Explorer, c'est le premier, mais je sais que tu travailles beaucoup avec Budget et Cost Anomaly Detection. Alors, Cost Explorer, c'est effectivement le premier, on l'a utilisé pendant très longtemps, y compris quand il n'avait qu'un an d'historique, ce qui est un petit peu dommage. Budget, non, on ne travaille pas du tout avec Budget, mais pas du tout. Non, désolé. En fait, Budget, tu mets des alertes en fonction de tes prévisions, mais quand le coût est variable tout le temps, Budget, c'est sympa pour mon compte perso, mais pas trop pour les comptes au boulot. Donc on n'utilise pas Budget, désolé. Par contre, on utilise absolument, et j'adore, Cost Anomaly Detection. On l'a activé, ça devait être le 2e jour après sa sortie, c'était peut-être en bêta encore à l'époque. On l'a activé tout de suite. Le truc apprend de nos dépenses habituelles, il fait du machine learning, quoi. Et il nous envoie un petit mail d'alerte si on a des coûts étranges qui apparaissent. Et des alertes, on en reçoit assez régulièrement. Des trucs qui vont nous dire « Hey, coucou, le service Step Function, depuis quelques jours, il a l'air de vous coûter vachement plus cher. Est-ce que vous voudriez pas regarder ?» Donc on a une personne qui régulièrement regarde ce mail, ça prend quelques instants tous les matins, il n'y en a pas tant que ça non plus, les mails. On arrive dans une console, la console, voilà, mais surtout la console nous mène à un Cost Explorer qui est directement préfiltré. Et là, on voit qu'on a un nouveau coût ou une augmentation, et on s'en rend compte dès le premier jour de cette augmentation, alors qu'avant, on s'en rendait compte après plus d'un mois. Et vous pouvez faire un drill down jusqu'à la ressource spécifique, c'est une instance EC2 dans telle région, etc. On arrive en général assez bien à identifier ce qui a coûté, et c'est pas tellement quelle ressource précise coûte de l'argent qui est important pour nous, c'est plus quelle équipe. Parce que l'étape d'après, c'est d'aller voir l'équipe concernée et lui demander si c'est normal, si c'est attendu. Peut-être, oui, c'est une API qui était en production depuis un moment mais qui ne recevait pas encore de trafic, ou elle est passée de 10% à 100%, c'est normal d'avoir un coût qui augmente. Ou alors, parfois, ça peut être une surprise. Ça arrive aussi. Ou une erreur. Ou alors, des fois, en discutant, on se rend compte que, c'était attendu, mais il y a peut-être une optimisation qui est possible. Donc, toute cette discussion apporte vraiment beaucoup. Et donc, ça vous permet d'engager avec les équipes métiers, ou les équipes qui ont démarré. On engage généralement avec les développeurs directement, les développeurs dans toutes les équipes. Et ensuite, des fois, la discussion remonte sur les personnes un peu plus produits pour savoir ce qu'on fait, ce qu'on choisit de faire, est-ce qu'on prend du temps pour réduire, pour optimiser. Je vous invite vraiment, même sur vos comptes personnels, à activer Cost Anomaly Detection, parce que l'autre jour, j'ai démarré une grosse instance Linux multi-CPU pour tester la compilation d'un gros projet qui prend beaucoup de temps. Et le lendemain, j'avais un mail, attention, vos coûts ont changé, est-ce que c'est normal, etc. C'est vraiment impressionnant. Ouais, sur mes comptes perso, j'ai Budget qui me prévient si je dépasse, je sais pas, $10 ou $100, ça dépend des comptes. Non, donc, les tags, ça vous permet d'identifier les ressources. Cost Explorer et Cost Anomaly Detection vous permettent de visualiser les coûts. Comment est-ce que vous exposez ces données à tous les utilisateurs AWS dans la boîte? Effectivement, quand tu dis ça vous permet de visualiser ces coûts, ça permet aux équipes techniques de visualiser ces coûts, mais on n'a à peu près jamais réussi, sauf quelques exceptions, à avoir nos product owners, nos collègues business et vraiment produits qui vont dans Cost Explorer. Ils ont eu du mal à s'approprier l'outil. Même chose avec des dashboards comme Kudos, qui sont des dashboards QuickSight que vous fournissez, ils sont très très sympas, mais QuickSight c'est un outil de plus qu'on n'utilise pas, donc nos collègues juste n'y vont pas.
Donc ce qu'on a fait, c'est on a reproduit certains dashboards dans notre outil BI, dans l'outil de visualisation que nos collègues utilisent tous les jours. C'est l'outil où on a toutes les KPI de la boîte. On a aussi les coûts AWS qui arrivent dedans. Et là, ces coûts sont visibles. Et du coup, vous êtes obligé d'intégrer l'interface, en tout cas le tracé de chaque métrique. C'est vous qui les récupérez, c'est vous qui en faites des dashboards et des analytics. On récupère les fichiers CUR qu'AWS nous met à disposition Ouais. et on écrit des requêtes SQL avec Athena et puis on les Ok. balance exactement comme fait le dashboard Kudos. Et ça nous arrive de temps en temps de demander à notre TAM, au fait, tu pourrais pas nous filer la requête SQL de tel dashboard parce qu'on aimerait bien le récupérer. Non, mais c'est important ce que tu dis, c'est aller mettre les données dans les outils qui sont utilisés par les équipes métiers et pas leur proposer un autre outil qui va venir en plus de leur charge mentale quotidienne ou de leur liste Ouais, parce qu'ils quotidienne. viendront pas le voir cet outil. Quels sont les principaux axes que vous avez utilisés pour diminuer l'augmentation de vos coûts, pour contrôler l'augmentation de vos coûts? Alors il y en a plein. On a fait plein de choses, mais la première qu'on a fait, c'est déployer nos applications. Donc je parle du compute vraiment, déployer nos applications dans Kubernetes. On a migré de VM on-prem vers Kubernetes. Et Kubernetes avec de l'autoscaling, bien sûr. Donc dès notre 4e instance, on avait de l'autoscaling. Donc autrement dit, dès le premier jour, globalement. Donc l'autoscaling, c'est ce mécanisme automatique qui permet d'augmenter la surface de la flotte d'instances EC2 qui host vos Kubernetes en fonction de métriques. Quels sont les genres de métriques que vous utilisez pour l'autoscaling? Du pur technique On en a 2. Oui, alors c'est beaucoup des métriques techniques. J'aimerais que ce soit des métriques fonctionnelles, mais en vrai, les métriques techniques marchent bien. On se base quasiment toujours sur la consommation CPU, parce que quand une application est chargée, elle consomme plus de CPU, et c'est vrai pour toutes nos applications. Et on se base aussi pour nos applicatifs PHP, notamment des applis un petit peu legacy, sur le pourcentage de processus PHP FPM qui sont disponibles, puisqu'un processus PHP FPM ne sait traiter qu'une seule requête à la fois. Donc on autoscale pour ajouter des processus quand il n'y en a plus suffisamment de disponibles. Tu as écrit un livre aussi sur le sujet de comment migrer d'on-prem sur du Effectivement, Kubernetes j'ai dans le écrit ce cloud. bouquin entre 2018 et 2020. Il est toujours d'actualité. Il est toujours d'actualité, même si la version de Kubernetes est un petit peu vieille, ça reste Kubernetes et tout ce qu'on a fait à l'époque est vrai. On a fait plein de nouvelles choses depuis, bien sûr. Et j'ai jamais écrit le dernier chapitre où je parlais de CI/CD, je crois, parce qu'on n'a pas fait grand-chose pendant l'immigration, on l'a fait après. Tu peux partager avec nous un ordre de grandeur, pas en unité, mais en pourcentage de variation de la taille de la flotte pendant, je sais pas, des soirées de matchs de foot. Je prends toujours cet exemple-là parce que pour moi, c'est là où ça va besoin de scaler énormément. Ouais, on a 2 références. En général, on sait qu'on fait à peu près x3 entre le trou de la nuit et le pic du soir pendant les soirées normales. Et pendant des gros événements, on est capable d'avoir 15 fois plus d'instances EC2 que 15 fois plus. que pendant la nuit. Ah, Et c'est quelque chose, bien sûr, qu'on le teste régulièrement pour être sûr qu'on est en capacité d'atteindre ces objectifs. Donc autoscaling, c'était la première chose dès le début C'est de la migration. complètement la première chose qu'on a fait, allumer des AWS. machines automatiquement, éteindre des machines automatiquement. Et sinon, on aurait dépensé 3 fois plus d'argent en compute. En C'est gardant inacceptable. la capacité totale C'est ça. disponible Ne faites pas ça, quoi. pour la charge. Donc autoscaling, c'est le BABA du cloud. Soit vous allez en serverless ou l'autoscaling est géré pour vous automatiquement, soit vous allez sur des instances EC2 et vous configurez l'autoscaling. Mais le serverless, au moment où on a commencé à migrer dans le cloud, on n'était pas mûr et on n'avait pas vraiment le temps de tout réapprendre. Tandis que déployer dans Kubernetes, c'est juste déployer des images Docker. On déployait dans des VM, déployer dans Docker, c'est à peu près le même combat. Donc on n'a rien changé à ce moment-là pour nos développeurs. C'est une des raisons pour lesquelles on a choisi Kubernetes. Deuxième axe de réduction des coûts. Le deuxième axe, je l'aime beaucoup. Aujourd'hui, 100% de nos worker nodes Kubernetes sont des instances Spot. Alors c'est quoi une instance Spot? C'est une instance qui est allumée chez AWS pour pouvoir être mise à disposition d'un client quand il en a besoin, quand il souhaite la payer, mais qui ne fait rien parce qu'elle attend qu'un client vienne la payer. C'est la capacité excédentaire chez C'est de la AWS. capacité en trop, ouais, des machines allumées. Et du coup, pour essayer de rentabiliser un peu ça, AWS les vend très peu cher, entre 60 et 70% moins cher que le tarif on-demand, ce qui est plutôt intéressant. Plutôt que de lui laisser prendre la poussière dans un coin de nos data centers, on la vend à un prix discount à nos clients. Mais c'est très bien, j'aime beaucoup ce prix discount. Mais il y a un mais. Oui, il y a un mais qui est assez important, c'est qu'AWS peut nous reprendre ces instances à n'importe quel instant en nous prévenant au maximum 2 minutes en avance. Ah mais ça va, c'est cool, vous avez 2 minutes pour Basculer. pour Alors, basculer. C'est une des 2 visions, elle est assez effrayante quand on sait qu'au début, il nous fallait plus de 5 minutes pour allumer une nouvelle instance et qu'elle rejoigne notre cluster Kubernetes, tu vois. Il y avait ça qui était un peu méchant. Et les reclaims, c'est quelque chose qui arrive, ça arrive
des dizaines de fois par jour. Oui, peut-être c'est plus. normal. Quand on prend des spots, de C'est temps normal, en temps, on se se fait les reclaim fait très souvent. enlever le spot. Et au début, on avait un salon Slack, on avait une notification à chaque fois qu'on avait un reclaim. Et puis au bout de quelques semaines, on a éteint ce salon Slack parce qu'il servait à rien. En fait, c'était normal d'avoir des reclaims, ça se passait Il y toujours avait très trop de bien. messages. Il y avait plein de messages, mais en fait, ça servait à rien de les Oui, voir c'est ces normal, messages. ça fait puisque partie de la c'est vie normal, on le d'une gère instance très spot. bien. Donc En des tant- dizaines de reclaims par jour et pas de problème. En tant que développeur, ça implique quoi de déployer son application sur une instance qui peut être arrêtée n'importe quand? Mais rien, les développeurs ne le savent pas. Alors, Mais- rien et les développeurs ne le savent pas parce que les C'est instances pas tout spot... à fait vrai quand même. Mais si, bien sûr que si, c'est vrai, parce que on travaille avec des conteneurs, des services web, de la CI/CD, tu vois, ce genre de workload, et une requête HTTP, ça dure quelques secondes. Ouais, mais si je suis un développeur et je vais écrire sur le disque dur local de la machine, enfin le volume BS Mais les développeurs local de la n'ont machine. pas de disque dur local, ils n'utilisent pas leur disque dur local, sauf pour du cache temporaire. Mais donc ils ont des règles quand même Bah, de tout est stocké dans des services managers en dehors du cluster Kubernetes. ne pas Nos- être stateful, de rien Mais mettre nos sur les applications sont instants. stateless, effectivement, elles l'étaient déjà on-prem. Tu vois, on-prem, on avait plusieurs VM avec du load balancing. Bah, si un utilisateur tombe sur une VM et pour sa deuxième requête tombe sur une autre, on ne peut pas avoir quelque chose stocké sur disque. Donc c'est exactement la même chose pour nous dans Kubernetes. Après, ça s'applique bien à ce type de use case là. Mais Spot, c'est pas. Il y a certains use cases où c'est juste. C'est un no-go, quoi. Eh bien, j'ai beaucoup de chance sur les types de choses avec lesquelles je bosse. Mais Mais on a aussi occasionnellement quelques jobs qui peuvent durer un peu longtemps. On pense des jobs de machine learning ou ce genre de choses. Et une partie de ces jobs sont un petit peu vieux et sont pas forcément capables de se remettre d'une interruption. Donc ces quelques jobs-là, et on en a beaucoup maintenant, mais à l'époque, il y en a quelques-uns qu'on mettait sur des instances on-demand. Quelle est la recommandation? C'est de dire, si vous avez des jobs longs, vous sauvez des états intermédiaires régulièrement et vous êtes capable de repartir d'un état intermédiaire. Oui. Si on est capable de développer comme ça, c'est bon. Mais ça a toujours été vrai, parce que finalement, une panne serveur, ça arrive toujours des serveurs qui s'éteignent. Même des EC2, ça arrive. Tu reçois des mails des fois qui disent telle instance EC2 va être éteinte pour raison de maintenance. C'est normal. Ça arrive juste beaucoup plus souvent avec des instances spot. Mais c'est bien, on a un petit KS Monkey là qui travaille à notre place. Comment vous avez testé ça avant de passer en prod? Comment on a testé ça? On l'a fait en staging, Ouais. et puis après on l'a mis en prod. Et ça a juste marché? It just Alors, work, entre guillemets. Oui, d'une certaine façon, mais il y a un mais, bien sûr, on a fait un déploiement progressif. Tu vois, on a commencé Vous avez avec mis 100% de la flotte en spot. 5% d'instances spot ou 10% la première semaine, 20%, on est monté. Petit à petit, on est resté en 50-50 pendant un bon moment, et puis après 80, 100%, et ça a très bien marché. Et attends, pendant plusieurs mois, on n'avait pas de fallback sur autre chose que des instances spot. C'est-à-dire, si à un moment, il n'y avait plus de capacité spot disponible, on avait juste plus d'instances. Et ça a très bien tenu pendant plusieurs mois. Je trouve ça ultra intéressant de se dire je vais d'abord développer mon application et puis je vais le faire Chaos Monkey Compliant, enfin Resilient. Et après, je vais tout faire tourner sur des instances spot, mais je sais que c'est résilient, du coup ça va tenir. Mais en fait, c'est super smart parce que du coup, effectivement, c'est moins cher. Ça marche très bien. Et quand on a commencé avec 10%, on avait plus de 10% de capacité inutilisée pour savoir absorber un petit pic de charge. Donc perdre 10% de nos serveurs tous en même temps, ça n'aurait pas été catastrophique. Ouais. Maintenant, bien sûr, si on perd 100% de capacité, Vous avez un autre problème. Voilà, on a un autre problème. Mais ça n'arrive jamais, non? Alors, ça nous est jamais arrivé parce qu'on utilise de très nombreux types d'instances. À peu près tous. Donc, tu vois, C5 4x large, C5 8x large, C6 machin, M5, R5. En fait, c'est ça. AWS peut être à certains moments en cours de capacité sur un type d'instance. Mais ça et donc arrive faire super souvent. faire du reclaim, et c'est normal, tu l'as dit. Et si toute votre flotte est basée là-dessus, là, vous avez un problème. Mais si vous panachez votre flotte sur différents types d'instances, c'est extrêmement rare, voire ça n'arrive jamais, qu'il n'y ait plus de capacité sur aucun type d'instance dans une région donnée. Et on fait ça sur 3 AZ, sur les 3 AZ de la région. Donc, effectivement, on a de nombreux pools d'instances spot. C'est aussi pour ça que ça marche bien. Et après plusieurs mois, on a quand même mis en place un fallback sur des instances on-demand, c'est-à-dire si on n'arrive pas à lancer des nouvelles instances spot, à la place, on lance des instances on-demand. Et on a fait attention à éteindre ces instances on-demand en priorité. Après, au moment où on downscale, on éteint plutôt les instances on-demand pour revenir sur des instances spot au maximum, parce que c'est celle-là qui coûte pas cher. Ok. Donc en fait, vous êtes instance spot first, ouais. Ah mais carrément. Ok. Pour Kubernetes, c'est du spot pour tout, sauf les masternodes. Ouais. Parce qu'on a 3 masternodes, ils sont Ouais. allumés en permanence, on ne veut pas qu'ils disparaissent. Mais on a quand même fait une expérimentation. Pendant quelques semaines, on avait un de nos 3 masternodes qui était une instance spot. Ça posait aucun problème. C'était juste une tâche de management en plus, parce que bon, il fallait se rappeler qu'on avait un serveur spot au cas où. Il y avait Donc on a quelqu'un arrêté. qui suait plus que.
Non. Non, pas Non, même plus pas. que ça, mais c'était une petite inquiétude qui restait au fond de notre esprit. Si à un moment où on fait une maintenance, et quand on fait une maintenance, on coupe les serveurs les uns après les autres, on a coupé un des 2 serveurs réservés, et en plus le spot disparaît, il en reste plus qu'un, ça introduit un petit risque. Donc on a arrêté de faire ça parce que l'économie en valait pas la chandelle. Même question qu'avant, quel est le pourcentage d'économie entre de l'on-demand et du spot? En pratique, dans les 60%. Ouais, c'est pas mal. Et du coup, on fait aussi ça pour des instances hors Kubernetes. Sur le peu de compute qu'on a en dehors de Kubernetes, on est aussi majoritairement spot. Alors, un autre secret pour payer la juste facture par rapport au service qu'on offre à ses clients, c'est choisir la bonne taille des instances et pas faire comme les développeurs ont peut-être tendance à faire. Oh, j'ai besoin de mes 32 vCPU et 4 Go de mémoire. Du right sizing, on dit en franglais. Mais c'est une très bonne approche que font les développeurs. En vrai, prendre C'est des machines résilient. très grosses. Non, c'est Alors, pas résilient. oui, certes, C'est efficace. mais surtout, quand tu lances un nouveau service, et je pense pas EC2, parce que EC2, on est dans Kubernetes, ça élimine un peu ce problème, mais je pense RDS, Elasticache, plutôt ce genre de services-là qui sont basés sur des instances. Quand tu déploies ton nouveau service, ta nouvelle application, tu sais pas vraiment de combien de ressources tu as besoin. Tu peux faire des estimations, mais les estimations, c'est fait pour être faux, c'est comme les chiffrages en gestion de projet, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met des grosses instances qui coûtent cher, on laisse tourner notre application en production pendant quelques jours, et ensuite on right-size. On regarde les métriques, et ensuite on right-size, et souvent on divise par 3 ou 4 la taille des instances. Oui, et les coûts. Et oui, ok, on a cramé un petit peu d'argent pendant quelques jours, mais ça répond aux attentes de nos utilisateurs, et c'est ça qui vient avant tout. Il y a un outil AWS qui peut vous aider aussi à vous dire attention, telle instance elle est surutilisée, donc il va analyser les métriques de l'instance et vous donner un espèce de rapport des candidats à regarder. Il y en a plusieurs, effectivement, en fonction de tes niveaux de support. Il y a des choses dans Trusted Advisor, par exemple, qui n'est pas accessible par tout le monde. Il y a Cost Optimization Hub, je ne sais pas non plus si tout le monde y a accès. Et quand on ouvre Cost Optimization Hub, pardon, c'est difficile à prononcer, on se rend compte qu'il ne nous donne pas beaucoup d'indications, parce que on a fait le boulot déjà, quoi. Ah, chez vous, tu veux dire quand Bien sûr, vous oui. l'ouvrez. Oui, il y a pas beaucoup de le choses. truc, il est quasiment vide parce que, voilà, quoi, c'est plus un Parce qu'il n'y a problème. rien à optimiser. Non, Il c'est y a déjà fait. Ou plus grand chose à optimiser. Mais ça fait quand même 7 ans qu'on travaille sur les optimisations de coûts. Donc, on a commencé à migrer dans le cloud en 2018. Donc, ouais, ça fait un moment qu'on travaille là-dessus. C'est pas venu du jour au lendemain. C'est énormément de travail. C'est plutôt une bonne métrique, du coup. Enfin, pour toi, de voir que quand tu vas dans Cost Optimization, il n'y a pas d'alerte. C'est une bonne métrique pour moi et pour mes collègues, parce que mes collègues font quand même énormément de travail. Et au tout début, quand on a commencé à migrer dans le cloud, on blaguait un petit peu en se disant on pourrait prendre un FinOps pour faire des optimisations et on le garde tant qu'il paye son propre salaire. Aujourd'hui, on en a plus qu'un et je pense pas qu'on soit perdant. Un autre aspect du right sizing, c'est choisir le bon processeur aussi. Je dis toujours à nos clients, choisissez des instances ARM, Graviton, parce que finalement, c'est bon pour la planète et c'est bon pour votre portefeuille. Le ratio coût-performance est meilleur sur les instances Graviton que sur les instances x64 traditionnelles. Donc vous avez aussi fait le choix d'aller full sur Graviton. Alors, on a fait des choix autour de Graviton. La première chose qu'on a fait, c'est migrer une partie de nos workloads data, machine learning, de l'EMR, qui étaient déployés en Irlande, où les instances Graviton ont été disponibles assez rapidement. Il y a un épisode entier du podcast AWS avec tes collègues. Oui, où effectivement, avec on Quentin, parle de t'as fait ça. ça. Donc ça, on l'a fait assez rapidement, c'était assez facile. Ensuite, on a voulu migrer sur des services managés en Graviton, donc RDS, Elasticache et autres. Et on avait beaucoup d'instances à Paris, et les instances Graviton sont arrivées assez tard sur les services managés à Paris, donc on a attendu pendant très longtemps en réclamant régulièrement. Et enfin, c'est arrivé, donc on a passé tout ce qui est RDS, tout ce qui est Elasticache notamment, vers du Graviton 3, et on a vu des économies qui tournent en général autour de 15 ou 20% et pas les 30% auxquels on s'attend. Parce qu'on a aussi des réservations. D'ailleurs, on n'a même pas parlé de réservation. Ça Parce c'était que, le BABA. parce que c'est tellement évident que j'ai oublié d'en parler. Bien sûr, tout ce qui n'autoscale pas, donc RDS notamment et Elasticache et OpenSearch, on a des réservations. DynamoDB aussi. On Donc a une des réservation, si vous ne connaissez pas, l'idée c'est de vous engager sur une période de temps en échange d'un prix plus bas. Vous engagez, je dis voilà, j'ai utilisé une instance DB pendant 1 an et en échange de cette réservation et de ce commitment à payer pendant 1 an, vous avez un prix plus bas que si c'était on demand. Exactement, on perd de la souplesse, mais en réalité, on a de nombreux projets. On sait qu'ils restent allumés pendant 1 an ou 2 ans ou 3 ans. Donc on ne réserve pas tout de suite quand on lance un projet, mais une fois qu'on voit que le projet marche bien, là on fait Ça a une du réservation. sens de placer la réservation. Est-ce que la migration sur Graviton, c'est un sujet DevOps ou c'est un sujet Dev? Enfin, je veux dire, est-ce que vous avez dû impliquer les développeurs pour tester, changer du code, etc. Ou c'était juste
comme un changement d'instance finalement, peu importe. Sur la partie EMR, ils ont quand même validé leur job et je crois qu'ils en ont eu un ou deux, ils ont fait un rollback. Sur la partie service manager, bien sûr, on a impliqué les développeurs puisque les développeurs sont responsables de leur infrastructure, mais c'est beaucoup les DevOps qui ont poussé vers ça, notamment parce qu'on voulait le faire à un moment précis où nos réservations en instance Expiraient, non Graviton ouais. expiraient, donc on voulait le faire assez vite. Donc on a poussé assez fort dans les équipes et l'équipe transverse l'a fait sur pas mal de choses. Et il nous reste encore Kubernetes, où là on l'a pas encore fait. Pour quelle Parce raison? qu'on a beaucoup d'applications déployées dans Kubernetes, que ce soit des applications à nous ou des applications open source. Et il faut toutes les retester, les valider une par une. Et considérant qu'on est en spot pour Kubernetes, donc déjà à 60% d'économie, le gain de Graviton, il n'est pas si important par rapport à la quantité de travail à fournir. Donc on le fera peut-être un jour, mais c'est pas ce qu'on a fait en premier. Alors, tu as parlé de réservation pour certaines bases de données, pour les instances C2. Si vous utilisez beaucoup DynamoDB, qui est le service manager de bases de données, et DynamoDB a des modes à la demande aussi, qui sont un peu plus chers, mais plus souples en matière de capacité, ou alors on peut réserver de la capacité. Il y a beaucoup à gagner de ce côté-là. Alors, on a deux choses à faire avec DynamoDB. Le mode on demand, effectivement, où tu payes ce que tu consommes exactement, et c'est ce qu'on utilise pour quasiment tous nos projets quand on les déploie en production. On met en mode on demand, on voit comment ça se comporte. Et tu as le deuxième mode, qui est le mode de capacité provisionnée, qui coûte souvent moins cher. Et pour beaucoup de projets, ce qu'on fait, c'est on migre sur du mode provisionné au bout de quelques jours ou quelques semaines. Le temps que ça marche déjà. On veut vérifier que le projet marche avant d'optimiser financièrement. Et sur ce mode provisionné, il y a bien sûr un mécanisme d'autoscaling. Et ça marche assez bien pour la plupart de nos gros projets. Ça marche même plutôt bien et on fait des économies comme ça. C'était assez compliqué au début l'autoscaling pour DynamoDB. Si je me souviens bien, il fallait monitorer soi-même et déclencher les changements soi-même. Maintenant, J'ai pas connu cette époque. J'ai connu l'époque où AWS le fait pour nous. Tu sais, quand on dit service manager, on s'attend à ce que ça soit managé, quoi. Oui, maintenant, c'est dans le service. Donc non, j'ai pas connu l'époque où il fallait le faire nous-mêmes. Et quand on a migré certains de nos projets du mode on demand vers le mode provisionné, on a divisé nos coûts par 3 ou 4, nos coûts DynamoDB. Mais depuis qu'AWS a divisé par 2 le coût on demand en novembre 2024, c'est moins intéressant et aujourd'hui j'aurais plus tendance à garder du mode on demand quand j'ai un petit peu de doute. Pour la flexibilité que ça a. Pour la flexibilité. Cela dit, en mode provisionné, on peut aussi faire des réservations et économiser entre 30 et 50% en s'engageant pour un an. Ah, il y a ça en plus. Mais justement, quand tu dois faire cette réservation, quelle est la capacité? Enfin, il faut quand même un historique de data pour savoir exactement où il faut placer le curseur. Parce qu'une fois que tu réserves, tu t'engages vraiment pour une période d'un an ou plus. À Paris, c'est uniquement un an, donc ça a toujours été un an pour nous. Sur des instances comme RDS et autres, c'est facile, tu as ton instance, tu sais qu'elle est bien dimensionnée, tu la réserves, facile. DynamoDB, par contre, est-ce que tu réserves le maximum de ta consommation? Est-ce que tu réserves le minimum de ta consommation? Est-ce que tu réserves un peu au milieu? Eh bien, pendant des années, on faisait des extracts de métriques CloudWatch, on les intégrait dans des spreadsheets Excel, et on faisait des formules et des simulations pour avoir le moins de gaspillage possible et le plus d'économies possible. Et ça marchait très bien, c'était juste un petit peu fastidieux. Et on reprenait vraiment le même spreadsheet tous les ans parce que la première fois, il a fallu longtemps pour le faire. Et l'année dernière, en fin d'année dernière, donc fin 2024, vous avez enfin sorti une fonctionnalité de recommandation de réservation pour DynamoDB. C'est aussi quelque chose qu'on demandait depuis très longtemps. Et du coup, l'année dernière, on a utilisé 3 solutions différentes pour calculer les réservations. On a utilisé notre spreadsheet Excel. On a utilisé un autre outil open source que vous aviez développé. Et on a utilisé la nouvelle fonctionnalité Manager qui est dans les outils de cost management pour comparer, vérifier quand même que ça donnait un peu la même chose. Et oui, heureusement, ça donnait un peu la même chose, ce qui était plutôt rassurant. Ah, ça donnait la même chose. Mais il y avait quelques pourcentages d'écart, mais rien de très majeur, quoi. Alors, dans DynamoDB, il y a l'aspect des requêtes et de la capacité. Et puis, il y a le stockage des données aussi. On le paye aussi dans DynamoDB. Eh bien, un jour, on a réalisé sur un de nos projets que le stockage des données dans DynamoDB et le stockage des backups coûtaient plus cher que les RCU et les WCU. Donc, la capacité en lecture et en écriture, qui est le truc qu'on optimise habituellement. On a dit, attends, on paye plus cher en stockage dans DynamoDB qu'en requêtage. Donc, on a analysé nos données. Et puis on a réalisé qu'on avait plein de données qui étaient vieilles, qui ne servaient plus à rien. Donc on a purgé plein de données. Et maintenant on met un TTL sur ces données. C'est une des fonctionnalités pratiques de DynamoDB. Ça efface automatiquement au bout d'un moment. Et ouais, en fait, ne pas stocker de données inutiles, c'est aussi une bonne façon de faire des économies. Oui, DynamoDB n'est pas prévu, pensé et donc pricé pour faire de l'archivage de données. Si vous devez archiver les données, sortez-les, mettez-les sur S3. Potentiellement un petit peu plus maintenant avec la classe Standard IA.
mais ça n'existait pas à l'époque. Et dans notre cas, les données vraiment étaient inutiles. Non, c'était vraiment des trucs qui servaient à rien. Quoi. J'allais dire, vous avez purgé totalement ou vous les avez quand même, vous avez créé une copie que vous avez ensuite stockée long terme. On avait un backup et les Ouais. PITR, ils restent pendant 35 jours. Donc on avait 35 Ok. jours pour détecter si... Voilà. Si c'était utile ou pas. Ok. Si vous suivez sur les réseaux sociaux quelqu'un qui s'appelle Corey Quinn, qui est spécialiste de la gestion des coûts sur AWS, c'est assez sarcastique souvent. Il parle souvent des coûts réseau d'AWS. Comment vous êtes attaqué aux coûts réseau? Eh bien, je pense que Cory a tout à fait raison sur certaines choses, notamment quand il parle du coût de transfert des NetGateway, parce que c'est très très cher. Les coûts de transfert réseau, c'est pas vraiment le premier truc qu'on a regardé, parce que on-prem, ça n'existait pas, quoi, les coûts de transfert réseau, donc on n'y pensait pas trop. Et au bout d'un moment, on s'est dit, ouais, ok, ça coûte cher, les transferts inter-AZ notamment coûtaient cher. Donc on a revu une partie de notre stack qui diffuse de la vidéo. Quand on l'a conçu, un utilisateur arrivait sur un load balancer, le load balancer l'envoyait sur 3 AZ. Et ensuite, une fois la personne entrée dans une AZ, il était balancé d'un service à l'autre en cross AZ. Donc on load balançait des segments vidéo, on faisait transiter des segments vidéo Pour le encore et stream encore. vraiment qui Ouais, ouais. sort. C'était Ouais. pas génial. Donc au bout d'un moment, on a revu notre architecture. Maintenant, on a toujours un load balancer qui t'envoie sur 3 AZ. Mais quand tu entres dans une AZ, tu restes dans cette AZ. Et donc, il y a quasiment plus de frais de transfert inter-AZ pour cette partie de la stack. Ça implique quoi en termes de développement pour les Eh ben, développeurs? on Il a faut... personnalisé l'application. Imagine, version simple, au lieu de déployer une application une fois sur 3 AZ, tu déploies ton application 3 fois en mono AZ, avec un load balancer devant. C'est une version simplifiée de ce qu'on a fait globalement. Et là, l'économie de coût en pourcentage, On énorme. est passé de très haut à quelque très chose bas. qui se voit à peine, quoi, globalement, puisqu'on était sur un VPC qui servait que pour ça. C'est un podcast audio, c'est difficile à décrire. Moi, j'ai un graphe sous les yeux pendant qu'on parle, où on voit les coûts réseau avant, où on a des barres comme un histogramme qui va jusqu'en haut de l'écran. Et puis, quand vous avez fait le changement, les barres, elles sont minimum, vraiment à Mais peine c'est le lisibles genre de sur le changements graphe. qui sont géniaux. Tu sais, tu fais une optimisation qui est visible et que tu arrives à expliquer à tes collègues. Regardez, on a fait ça, ça rapporte tant. Et des fois, ça remonte jusqu'au CEO de la boîte qui dit, ah ouais, effectivement. Oui, en bon termes boulot, de quoi. ROI, En vous termes de pouvez ROI, ça c'est génial. C'est justifier les budgets, les temps. certainement quelques jours ou quelques semaines de travail pour mettre en place ce truc. Mais le ROI, il est. Ouais, ouais. Et le ROI, il est pour toute la vie. Je veux dire, c'est tous les mois, vous économisez sur ces Et puis coûts-là. tous les futurs clients, puisqu'on déploie en marque blanche une fois par client, machin. Donc ouais, c'est énorme. Un autre coupable des coûts réseau, mais tu l'as déjà mentionné, c'est la NAT Gateway, donc cette fameuse gateway managée qui permet de natter le trafic sortant vers Internet. Ouais, ça coûte fort cher. Du coup, on essaye de mettre des VPC endpoints un petit peu partout sur tous les services qu'on utilise pour réduire ces coûts et ça marche plutôt bien. Donc un VPC endpoint va vous permettre d'avoir un espèce de tunnel privé pour que vos applications puissent parler à S3 sans passer par Internet. Exactement. Et on avait mis ça en place sur tous nos comptes de production et de staging. Et un jour, on s'est rendu compte que nos coûts de NetGateway explosaient sur notre compte de Sandbox, qui est un compte assez peu utilisé où on faisait des expérimentations. Et bah oui, on n'avait pas créé les VPC endpoints là. Et des collègues avaient commencé à faire des prototypes qui tapaient beaucoup sur S3, je crois. Et on s'en est rendu compte après un petit mois, le temps de recevoir Le la temps de recevoir facture, la parce que facture. Cost Anomaly Detection Ah, n'existait pas encore à J'allais l'époque. dire, il était passé où? Eh ben, il n'existait pas encore à l'époque. Tu comprends pourquoi, quand c'est devenu disponible, on l'a activé, mais très très vite ce truc, parce que c'est vraiment génial, Cost Anomaly Detection. Et c'est souvent le cas, malheureusement. C'est à la fin du mois, quand on reçoit la facture, qu'on se dit oups. En tout cas, quand on n'a pas les bons outils d'analyse et de métrique mis en place. On a dit au début que vous taguiez tout, et notamment qu'une des choses qu'on ne peut pas taguer, c'est la bande passante réseau. Comment vous arrivez à visualiser les coûts réseau? Eh bien, notre TAM nous a parlé de dashboard CID, Cost Intelligence Dashboard, qui sont des dashboards que tu intègres dans QuickSight, et ça nous permet de suivre certaines choses un petit peu plus en détail que ne le fait Cost Explorer. Donc ce sont des templates CloudFormation à télécharger qu'on Des exécute. templates, quelque chose qu'on importe, et voilà, on a les dashboards. Et que vous mettez sur votre sais compte. plus ce que c'est en Je dessous, mettrai c'est les peut-être du- liens Ouais, si tu peux mettre dans les les liens. notes du podcast. Et on fait ça, et puis on a une revue mensuelle des coûts avec notre TAM qui permet aussi de highlighter un petit peu les choses bizarres. Et c'est là où on parle notamment des coûts réseau qui sont les moins faciles à comprendre peut-être puisqu'ils ne sont pas tagués. Effectivement, les NetGateway sont partagés par tous nos projets dans le VPC.
C'est important ce que tu as dit, c'est une revue mensuelle, enfin ou régulière avec votre TAM. J'ai travaillé dans d'autres boîtes en informatique avant où on essayait de vendre le plus possible et d'avoir le plus d'argent possible, surtout en fin de trimestre des clients. On allait chercher, les commerciaux allaient vraiment chercher. Chez AWS, l'approche est différente. On veut vous garder client pour longtemps et donc vous gardez client, ça veut dire que vous devez être content et vous ne devez pas payer trop cher. En tout cas, vous devez payer le juste prix par rapport à votre métier. Donc nous aidons, les équipes d'account et de TAM vous aident à contrôler les coûts, à réduire les coûts. Ça peut paraître complètement contre-intuitif comme ça, mais on vous explique comment vous payez moins sur AWS. Ouais, mais c'est une forme d'honnêteté aussi. Si vous essayez de nous entuber, à nous faire payer super cher pour rien, bah on va finir par s'en rendre compte. Et je te promets qu'on va s'en rendre compte un jour et on ne sera pas content. Et vous pouvez partir quand Et vous voulez, partir, à part les réservations. ça coûte cher de partir. Mais si on n'est vraiment pas content pour beaucoup d'argent, tout est possible. On a parlé des instances EC2, on a parlé de Spot, d'autoscaling, de DynamoDB. Quels sont les autres aspects où vous avez regardé, où il y avait un gros bras de levier pour diminuer les coûts? Et ben, au bout d'un moment, après être sur Kubernetes, on se dit peut-être qu'on n'utilise pas AWS à fond. Tu vois, peut-être qu'AWS pourrait nous fournir des trucs managés, encore plus managés Plus que des instances EC2. RDS, plus que ces trucs-là, et qui seraient vachement pratiques. Et là, on a pensé à la manière dont on codait certains workflows, ou des flux de travail, des flux de données. Et en voyant des démonstrations autour de Step Function, on s'est dit, mais en fait, ça a l'air vachement plus simple que ce qu'on fait, et vachement plus rapide, et vachement plus visuel, et peut-être aussi moins cher. Donc on a commencé à faire des Step Function. Et aujourd'hui, on utilise des Step Function pour orchestrer des workflows, par exemple des workflows de synchronisation de données entre plusieurs microservices. C'est marrant que tu mentionnes Step Function parce que, on parle souvent Step Function avec nos clients et ici dans le podcast également, mais c'est pas un vecteur de coûts en général, Mais Step Function. c'est un énorme vecteur de coûts quand tu fais des millions et des millions et des millions d'exécutions tous les jours, voire plus souvent que ça, quoi. Et quand tu fais des Step Function Express, ça coûte peut-être peu cher. Mais quand tu fais des... Pardon, je vais Parenthèse, il y a deux types de Step Function. Pardon, vas-y. Il y a les workflows standards où on paye par, je parle sous ton contrôle parce que je ne suis pas expert là-dedans, par transition d'état, c'est ça? Chaque fois qu'on change d'un état dans le workflow, il y a un petit coût, quelques centimes, 0, quelque chose par millier de transitions d'état. À côté de ça, on a introduit il y a quelques années les Step Function Express qui ont, comme le nom indique, une durée de vie beaucoup plus limitée, donc on ne va pas garder la persistance pendant des jours ou des mois, où là, la facturation est différente. C'est un prix par million de requêtes et par temps d'exécution de la Step Function. Donc, il y a quelques contraintes qui viennent avec les Express. C'est pour l'orchestration court terme, sans persistance d'état. On parle de quelques minutes maximum sur une Express Function. Mais ça coûte beaucoup moins cher que les autres. Ça peut coûter beaucoup moins cher que les autres. Et quand tu regardes la tarification, tu te demandes si ça va coûter beaucoup moins cher que les autres, parce que notamment cette histoire de tarification au gigaoctet par heure ou quelque chose, c'est un peu flou, parce que tu sais pas trop combien elle consomme ta Step Function au départ. Donc en général, tu déploies en standard, et puis tu fais « Oh, ça coûte pas mal d'argent, il y a peut-être un truc à faire. » Donc là, tu analyses ta Step Function, tu regardes ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle dure moins de 5 minutes, notamment? Et puis, ouais, tu regardes le truc, tu te dis, mais en fait, ça tiendrait bien sur une Step Function Express par rapport à ce que ça fait. Donc, tu vas voir l'équipe te dit, ah oui, effectivement, ça a l'air intéressant. Là, tu détruis la Step Function en staging, tu la recrées en mode Express, parce que tu peux pas transiter entre les deux, tu es obligé de détruire et recréer. Je dis, bah en fait, ça marche bien en Express en staging, faisons pareil en prod, et puis on verra, quoi. Et puis, quelques jours après... tu retournes voir les devs, tu leur fais salut, alors, dans Cost Explorer, ça donne quoi? Ils disent, en fait, on voit plus de coûts. Et donc là, tu regardes avec eux et tu vois un tout petit trait en bas de l'écran, là où avant, tu étais à plusieurs dollars par jour, ou plusieurs dizaines de dollars par jour, ou plusieurs centaines de dollars par jour. Maintenant, tu as un truc qui est minuscule à côté, quoi. Donc, c'est des dizaines de fois moins cher. C'est beaucoup moins cher dans ce contexte de workflow qui synchronise des données entre microservices. Et ce type de contexte, je l'ai vu plusieurs fois chez Bedrock. Et sans effort de migration, c'est changer une ligne dans le CloudFormation ou dans le Terraform pour dire c'est Express plutôt que Workflow. C'est ça, c'est juste ce changement et c'est aussi détruire la Step Function existante et la recréer en mode Express, ce qui potentiellement mène à une coupure de service sur ce que faisait la Step Function puisqu'elle n'existe plus pendant quelques instants. Mais en général, nos Step Functions font des choses asynchrones, des workflows asynchrones et c'est acceptable de les couper pendant quelques instants. Une autre chose
caché qui a un coût chez AWS, ou une autre chose pas cachée, mais qui a un coût caché chez AWS, c'est, je ne suis pas clair, je sais, on va vous expliquer ça. Ce sont les appels d'API, parce que beaucoup de clients utilisent S3 par exemple, et on pense au stockage d'S3 au gigabit/heure, etc. Mais c'est pas vrai, si j'ai une application qui appelle des milliers de fois S3, il y a un coût par milliers d'appels à l'API d'S3 elle-même, et ça c'était un coût relativement important, en tout cas facile à supprimer chez vous. Ça a surtout été une énorme surprise. Parce que tu vois, on utilise S3 en se disant c'est pour du stockage. Et un jour, on a regardé une de nos applications et on s'est rendu compte que le coût de stockage, c'était le coût le plus faible de tous les coûts S3 de ce projet. Par rapport au coût de List Bucket et Head Object, qui coûtaient beaucoup plus cher, peut-être 10 fois plus cher, 20 fois plus cher que le coût de stockage. Donc on a cherché pour comprendre ce que faisait notre application et on travaillait avec une vieille bibliothèque qui était plutôt bien adaptée pour des disques on-prem à l'ancienne et vérifiait l'existence de chaque niveau d'arborescence quand tu as un chemin avec des dossiers et des slashes, quoi. Et cette vérification d'existence, elle se faisait avec des listes bucket, head object. Ça n'a aucun sens sous S3. Sous S3, on a juste viré tout ça, on l'a remplacé par get object. Au pire, le get object renvoie une erreur. Tant pis, quoi, c'est que le fichier n'est pas là. On n'a pas besoin de tester l'existence de tout le niveau d'arborescence. Donc ouais, on a fait des grosses optimisations et ça, c'était une sacrée surprise qui était assez drôle. Et là, on parle aussi 50-60% de coûts en moins. Ouais, on a énorme optimisation. Et oui, ça dépend des applications. Ça dépend des applications, également. ça dépend du stockage. On avait peu de fichiers ici et c'était des fichiers pas très gros, mais il y avait beaucoup de requêtes dessus. Si vous entendez beaucoup de bruit en background, c'est parce qu'il y a les Game Day qui commencent au Summit AWS à Paris, et ça fait un peu de bruit derrière nous. Ouais, ce que je trouve ultra intéressant de ton retour d'expérience, c'est que, en fait, il y a plein de coûts cachés qui sont peut-être qu'il y a des choses qu'on paye, on s'en rend pas compte, comme par exemple lister ce qu'il y a dans le bucket ou vérifier l'existence de fichiers dedans. C'est peut-être des choses qu'on fait sans se poser de questions sur le fait que ça coûterait de l'argent, et puis en fait, si tu le fais systématiquement des milliers de fois, si en fait. Je parlerai pas de coûts cachés, parce qu'ils sont parfaitement documentés, ces coûts. Quand tu lis le pricing de S3, tu les vois, ces coûts. C'est auquel on pense pas. Mais c'est auquel on ne pense pas en tant que développeur. C'est auquel on pense pas quand on ramène développe tout à l'échelle. Ouais. Effectivement. Mais chez AWS, tout se paye quasiment, quoi. Tu fais quelque chose, ça se paye et c'est compréhensible. C'est ce que j'explique aux clients, c'est s'il y a une contrainte sur notre infrastructure, il y a un coût pour le client. Ouais, ce qui est normal. Dans la plupart des cas, il y a quelques rares exceptions. C'est normal, mais quand tu viens d'un monde on-prem en tant que développeur, tu as l'habitude de tester l'existence de tes répertoires et pas de dire que tu payes chaque test d'existence de répertoire. Un autre exemple, et on a eu un épisode du podcast là-dessus aussi, où les coûts S3 peuvent exploser, ce sont des erreurs de programmation avec Lambda. Je fais un événement déclencheur, il y a un nouveau fichier sur S3 qui déclenche une lambda, la lambda traite le fichier et va le remettre dans le même bucket qui redéclenche la lambda, et ça fait une boucle comme ça. Et ça explose la facture S3 parce qu'il y a beaucoup d'écriture sur S3, et ça explose la facture lambda parce qu'il y a plein d'invocations inutiles de lambda. Et il y a un coupe-circuit maintenant automatique dans lambda qui permet depuis quelques mois de détecter et de couper ce genre de choses. On arrive à la fin de ce podcast, mais il y a encore quelques exemples en vrac comme ça. Si on fait un inventaire à l'après-vert, n'oublie pas le raton laveur. Des exemples, il y en a tout plein sur les appels d'API. Lisez les documentations, c'est ça qui va vous aider. Un gros truc, une grosse optimisation, c'est supprimer ce qui ne sert à rien ou ne faites pas ce qui sert à rien. Éteignez la lumière derrière vous. Ouais, ça peut être ça, mais imagine par exemple balancer tout plein de logs vers CloudWatch alors que tu vas jamais regarder les logs. Les logs, tu les payes. Arrêtez d'envoyer des logs, quoi. Et il y a un time to leave sur CloudWatch aussi qui n'est pas activé par défaut, mais allez mettre une expiration automatique de vos logs après 6 mois, 1 an en fonction d'autres métiers. On a vu ça sur ECR aussi. On crée des images Docker pour déployer nos applications vers Kubernetes. Ces images Docker, on les pousse dans ECR. On a vu que nos coûts d'ECR augmentaient tous les jours un petit peu. On a juste activé la fonctionnalité de purge des vieilles images qui est native dans le service ECR. Voilà. Donc, supprimez ce qui ne sert pas, ne faites pas ce qui ne sert à rien, éteignez vos vieilles instances en sandbox, en staging et machin. Et c'est une façon assez simple de faire des économies. Ensuite, les réservations. Et ensuite, ça devient plus difficile parce qu'il faut entrer vraiment dans les coûts des projets. Ouais. Donc, projet par projet, qu'est-ce qu'il fait ? Prendre celui qui coûte le plus cher, l'analyser, discuter avec les équipes, optimiser des choses, passer au deuxième projet, et ainsi de suite. C'est une bonne liste, et j'ajouterais à ça peut-être le point de départ, c'est la visibilité. Être capable de mesurer et de montrer. Et puis tout
tout ne nécessite peut-être pas une optimisation. Si je dois travailler 3 semaines pour gagner $10 par mois sur ma facture, le ROI n'est pas... Effectivement, dans nos calculs, en général, on fait un arrondi très vague. On dit un développeur coûte, mettons, $500 par jour, ce qui est ni vrai ni faux, mais pourquoi pas. Si vous économisez quelques centaines de dollars, mais qu'il vous faut un mois pour faire cette économie, ça vaut pas le coup. Si votre facture AWS est $1000 par mois, posez-vous la question, 10% d'économie, combien de temps il va falloir avant que ce soit rentable ? Paschal Martin, AWS Hero et Principal Engineer chez Bedrock Streaming pour cet épisode du podcast enregistré depuis le Summit AWS à Paris sur le salon d'exposition au 3e étage. Disponible dans toutes vos applications de podcast. Abonnez-vous, je le dis toujours, comme ça vous recevez les nouveaux épisodes le vendredi matin. Tiffany, merci, à très bientôt. Merci à vous d'avoir écouté le podcast AWS en français jusqu'au bout. Et rendez-vous la semaine prochaine, mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.